Bien, à la Libération, un rapport de force extraordinaire s'est établi, grâce évidemment au poids de la résistance, à son rôle dans la Libération. Et ce rapport de force donc extraordinaire s'est établi en faveur du monde du travail. Les classes précédentes, petite parenthèse, pourquoi utiliser l'expression les classes précédentes au lieu de la classe précédente, au-delà des aspects purement rhétoriques, c'est qu'on peut utiliser les deux, pour nous ça n'a certainement aucune signification, sauf le fait d'utiliser les classes précédentes est peut-être un peu plus précis, dans la mesure où à l'intérieur des classes précédentes, il existe des contradictions. Et il serait dommage de les nier, parce qu'il existe une contradiction entre les classes précédentes issues du monde de la finance et les classes précédentes issues du monde de l'industrie. Le monde de l'industrie, c'est le vieux monde des classes précédentes, qui a été battu par les nouvelles classes précédentes issues de la finance. Et donc, il y a aussi un combat à l'intérieur des classes précédentes entre ceux qui sont issus de l'industrie et ceux qui sont issus de la finance. Ça ne change rien, on ne va pas choisir l'un ou l'autre, nous combattons les deux. Mais c'est dommage de se priver de cette analyse parce qu'elle explique aussi un certain nombre d'événements, les éclairs, disons, d'un jour intéressant. Donc, les classes précédentes ou la classe précédente, à l'échelle française, à l'échelle européenne, à l'échelle états-unienne, et non pas internationale, états-unienne, n'ont eu alors de cesse que de tenter d'inverser ce rapport de force. Et donc, moi, je vais essentiellement consacrer cette intervention à détailler quelques mesures prises à la Libération dans la foulée du programme du CNR sur le plan économique et social. Pourquoi? Parce que le seul fait de voir dans un certain détail ce qui a été fait à la Libération se suffit comme démonstration pour voir dans quelle rage les classes possédantes étaient placées et qui explique après tout le reste. Alors je vais commencer par l'ordonnance du 18 octobre 1944. L'ordonnance du 18 octobre 1944 porte sur les profits illicites réalisés sous l'occupation. Je voudrais simplement lire d'abord s'interroger sur la notion même de profit illicite. Le profit dans le système capitaliste, c'est évidemment l'élément moteur. Le seul fait d'associer au mot profit, qui doit être sanctuarisé, le seul fait de lui associer le mot illicite à quelque chose déjà d'éminemment subversif. Parce que c'est en fait, par extension, le profit lui-même qui est atteint, qui est attaqué. Et on voit la portée symbolique dans les mots profit illicite. On pourrait se dire qu'il y a des profits licites, oui. Mais il y a là une définition, un mot qui est tout à fait intéressant. Et donc, cette ordonnance du 18 octobre 1944 va définir la notion de profit illicite qui résulte du commerce avec l'ennemi ou de la violation de la réglementation économique. Et elle fixe la période entre le 31 décembre 1939 au 31 décembre 1944. La notion de commerce avec l'ennemi, évidemment, on ne peut pas transposer cette formule de l'époque à la période contemporaine. Commerce avec l'ennemi. Mais on peut néanmoins
qui lui aussi est présenté comme une sorte de mot magique qu'on ne peut pas remettre en cause, eh bien on voit qu'il y a une restriction qui est apportée à la notion de commerce. Là aussi, la société marchande, le système capitaliste, est atteint dans ses symboles, puisque non seulement le profit peut être illicite, mais on peut faire du commerce avec l'ennemi. Ce qui fait que deux des notions sur lesquelles repose le système sont attaquées. Et il y a des sanctions qui sont prévues et des confiscations qui peuvent être engagées. Alors, comment ça se passe d'un point de vue pratique? Ça, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens se disent c'est compliqué, comment on peut faire pour supprimer le chômage, pour démanteler les marchés financiers, pour réorganiser la production. Ça pose des tas de problèmes à des tas de gens qui ont du mal à imaginer comment on peut s'y prendre concrètement quand on est dans sa ville, dans son département. Donc le fait de regarder ce qui a été fait dans des périodes particulières comme celle de la Libération, d'un point de vue pratique. Pourquoi? Parce que à la Libération, nous sommes dans un système de pouvoir révolutionnaire. Ce sont les comités départementaux de la Libération, directement issus de la résistance, qui ont le pouvoir. Et c'est un système de double pouvoir, avec les vestiges de l'administration de Vichy qui demeurent dans certains domaines, et cette nouvelle instance de pouvoir qui émane de la résistance et qui ne repose sur aucun texte juridique. C'est un état de fait. C'est l'expression d'un rapport de force. Donc c'est une situation révolutionnaire. Et c'est dans le cadre de cette situation révolutionnaire que vont se développer les premières mesures prises à la Libération. Alors c'est intéressant de voir comment on peut s'y prendre pour régler les problèmes pratiques. Alors voilà comment ça fonctionne. Donc il y a la mise en place dans chaque département d'un comité départemental de confiscation des profits illicites. On pourrait faire un parallèle avec la situation d'aujourd'hui, un comité départemental de confiscation des profits spéculatifs. Par exemple, ce comité départemental remplace la commission d'enquête et de taxation, on passe au détail. Ce comité est placé sous l'autorité du ministre des Finances, dans le gouvernement provisoire. Il est composé du trésorier payeur général et de 5 directeurs de l'administration des finances. Il détermine les profits à confisquer et leur montant. Il peut procéder à des enquêtes ou vérifications et provoquer la mise sous séquestre au jour de la citation. C'est très simple. C'est particulièrement simple. On fait l'inventaire des profits illicites et puis on confisque. On ne se pose pas 36 000 questions. Ça va vite. Parce qu'on dit c'est le jour même. Donc, il n'y a pas tellement là de difficulté. Et donc, ce comité a le pouvoir de prendre une décision qui est notifiée à l'intéressé et qui peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil supérieur. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation révolutionnaire de double pouvoir, disons presque de double pouvoir, parce que ce sont les comités départementaux de la résistance qui exercent selon les départements. C'est pas partout pareil, hein, c'est surtout vrai dans le sud de la France. Et qui vont donc en même temps tenter de réencastrer dans le droit ceux qui décident. C'est pour cela qu'il y a la possibilité de faire appel. L'entrepreneur ou la personne qui est accusée de profit illicite peut faire appel. Donc c'est particulièrement démocratique, la justice, semble-t-il, est respectée. Et donc ce comité supérieur de confiscation des profits illicites siège au ministère des Finances, bon, il est composé, etc.
Il y a eu quelques modifications apportées à cette ordonnance qui va élargir la période pendant laquelle court le profil illicite et va ajouter le marché libre. Alors, je continue sur cette affaire, parce que je trouve qu'elle est très intéressante. Si j'ai retrouvé des documents, par exemple, de certains départements. Et donc on peut retrouver ça, si vous allez dans les archives, dans les bibliothèques de vos villes, vous trouverez des documents sur la manière dont ça s'est passé dans votre département à la Libération. Et donc, sur cette façon de faire, j'ai retrouvé un tableau qui donne les chiffres d'entreprises qui ont été confisqués, le montant des profits récupérés, et au total, il y a entre 60 à 100 000 personnes qui ont été concernées par les profits illicites, qui ont permis de récupérer l'équivalent actuel de 20 milliards d'euros. C'est ça, 23 milliards d'euros. Donc, cette façon de procéder, encore une fois, était particulièrement efficace. Les comités départementaux de la résistance, qui avaient des émanations dans certaines entreprises, s'appuyaient également sur le mouvement syndical. C'est-à-dire que la composition du comité départemental que j'évoquais tout à l'heure, dans laquelle il y a des fonctionnaires, mais ce sont des fonctionnaires qui ont été pour une partie épurés, c'est-à-dire des nouveaux fonctionnaires qui remplacent ceux du système du régime de Vichy, qui sont en lien avec les comités locaux de la résistance et les syndicats qui vont dénoncer telle ou telle entreprise. Et donc il y a des cas d'entreprises qui montrent comment les choses se sont passées. Je voudrais maintenant dire un mot des privatisations, des nationalisations, pardon. J'anticipe sur la suite. Alors, les nationalisations, laissez-moi me retrouver dans les papiers. Non, avant les nationalisations, je voudrais parler de l'emprunt national du 6 novembre 1944. Alors, lancement de l'emprunt de la Libération. Là aussi, c'est une affaire très intéressante parce qu'on se pose beaucoup de questions sur le financement de l'État, sur l'aide publique, sur le rôle des marchés financiers. Cet emprunt national est intéressant à plusieurs titres. D'abord, c'est un emprunt à 3% qui est un emprunt perpétuel, comme on dit perpétuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remboursement. L'emprunt court indéfiniment et simplement l'État verse 3% tous les ans à ceux qui ont prêté de l'argent. Et ça se transmet, ça peut se vendre. C'était le système de financement, d'ailleurs je reviendrai dans le module qui traite de la fermeture du marché obligataire, c'était la modalité de financement qui a été lancée d'ailleurs par François Ier, ça a duré des siècles, la rente notamment au XVIIIe et XIXe siècle, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans la littérature, dans Balzac et dans... Donc
ce que fait l'emprunt de la Libération, c'est un système assez classique, un emprunt à 3% sous forme de rente perpétuelle. Et cet emprunt va rapporter 135 milliards de francs en 1944. Il va permettre de couvrir 60% des besoins de financement en surplus de l'État. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'absolument considérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a eu d'autres emprunts. Le dernier en date, je crois, est celui de Balladur de 1993, il me semble, qui était un emprunt limité aux résidents. C'est-à-dire seuls les résidents français avaient le droit de souscrire à l'emprunt. Moralité, quand on a besoin d'argent, on n'a pas besoin de passer par les marchés financiers. On peut faire appel à l'épargne des ménages. C'est ce qui a été fait avec cet emprunt. Donc, il y a là quelque chose, un instrument à méditer. Je passe maintenant rapidement sur les nationalisations. Nationalisation, d'abord, d'un point de vue général. Il y a eu, pendant la Libération, il y a eu 3 vagues de nationalisation, en fait. D'abord, entre décembre 1944 et janvier 1945, il y a la nationalisation par ordonnance des houillères de Renault. Renault, d'ailleurs, sans compensation financière, je reviendrai là-dessus, d'un mot. Il y a eu une deuxième vague du mois de mai 45 au mois de mai 46, où là, ce sont des lois et non pas des ordonnances sur les transports aériens, la Banque de France et les 4 grandes banques françaises. Et puis, après le départ de Gaulle, il y a eu le gaz, l'électricité, les 11 plus importantes compagnies d'assurance, et la troisième vague, c'est celle de février à juin 48, après le départ des ministres communistes, d'autres banques, et bon, pour l'essentiel. Alors, cette politique de nationalisation qui a été menée par le gouvernement à l'époque, elle est extrêmement longue. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été nationalisées. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a différentes formes qui ont été utilisées. Et je crois que c'est intéressant de rappeler certaines d'entre elles. Par exemple, la nationalisation des houillères de décembre 1944, où là, c'est le démarrage de nationalisation, il va y avoir des indemnités qui vont être proposées aux propriétaires, et en attendant de leur payer ces indemnités, il y a une somme qui leur est proposée pour attendre. C'est-à-dire que là, il y a déjà une formule qui permet à l'État d'organiser le transfert de propriété sans payer la totalité aux propriétaires, en leur donnant simplement une première provision, disons, en attente de la suite des opérations. Si on prend maintenant, donc c'est un premier cas de nationalisation, première formule, il y a une deuxième formule qui est le cas Renault. Alors là, c'est une confiscation, c'est-à-dire c'est une mesure punitive que l'on connaît, puisque Renault a collaboré, donc l'entreprise et ses propriétaires sont punis, donc l'entreprise est confisquée. La confiscation
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État décide de mettre l'entreprise sous séquestre, nomme un administrateur qui remplace le propriétaire, et la propriété est transférée à l'État. La situation donc était tout à fait simple. La société ensuite anonyme des usines Renault est dissoute. L'État dissout cette entreprise et elle est liquidée et l'actif est attribué en totalité à l'État. Voilà comment le processus s'est organisé. La part qui revenait au propriétaire, elle est confisquée. Donc, deuxième formule de nationalisation, très simple, c'est la liquidation, c'est la mise sous séquestre d'une entreprise. Donc, l'entreprise est mise sous séquestre, un administrateur provisoire remplace les actionnaires et la direction d'entreprise. L'entreprise est liquidée, ses actifs sont transférés à l'État. Confiscation des non-remboursements des actionnaires. Il y a encore un autre procédé intéressant pour nous, pour la suite, quand nous serons confrontés peut-être à cette question de la nationalisation. Je prends le cas de Nau et Rhône, entreprise de l'aéronautique qui n'existe plus aujourd'hui, mais là, ce n'est pas la société qui va être expropriée, ce sont les actionnaires. Les actionnaires sont expropriés. L'entreprise demeure, à la différence de Renault, elle n'est pas liquidée, cette entreprise, elle demeure, mais les actionnaires sont expropriés. C'est-à-dire que, eh bien, ils ne sont plus actionnaires, ils n'ont pas de rémunération, de compensation. Troisième formule, qui peut se justifier selon le comportement de telle ou telle entreprise dans l'activité économique et en particulier vis-à-vis des opérations spéculatives que ces entreprises ont pu mener ou vis-à-vis de leur attitude par rapport au personnel ou par rapport à l'environnement. Une entreprise qui saccage délibérément l'environnement ou qui traite son personnel de manière ignoble peut subir ce sort. C'est tout à fait, en tout cas, c'est prévu à la libération, pas pour ces motifs-là, mais pour d'autres motifs. Et puis, dernier exemple, c'est les transports aériens, où là, il y a une quatrième formule. Les actions de ces entreprises, essentiellement de ces entreprises, disons, vont être transférées à l'État et il y aura remboursement. Mais comment va s'opérer le remboursement? Ultérieurement, il va s'opérer par une partie de l'emprunt, c'est-à-dire il y aura des emprunts d'État dont une partie du produit servira à rembourser les actionnaires des entreprises nationalisées. Voilà encore une formule. Il y en a bien d'autres. Alors pourquoi passer un petit peu de temps sur cette question? Pour montrer que c'est facile. C'est facile. C'est facile à faire, juridiquement, d'un point de vue organisationnel, mais il y a quand même une condition qui surplombe tout cela, c'est l'existence d'un rapport de force sociale qui permette de prendre ces mesures. Parce que bien entendu, s'il n'y a pas dans les entreprises concernées et à l'extérieur des entreprises concernées un rapport de force suffisant, bien entendu, les choses sont beaucoup plus difficiles. Mais quand il y a un rapport de force, on voit que les instruments pratiques, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient organisationnels, économiques, sont extrêmement simples à mobiliser. Je dis un mot sur la sécurité sociale, on en reparlera,
je vais peut-être m'arrêter là, quitte à revenir après dans la discussion sur tel ou tel aspect que j'avais exploré pour cette séance. Et donc je passe la parole.